L'histoire commence un matin de septembre, quand j'ai remarqué pour la première fois ces bruits étranges au plafond, des pas légers, méticuleux, qui semblaient suivre mes propres mouvements. À 7h15 précise, chaque jour. Au début, je n'y ai accordé aucune importance particulière. Les vieux immeubles parisiens ont leur mystère, leur grincement familier. Mais ces pas avaient quelque chose de dérangeant, une précision qui n'appartenait pas au hasard. Ils ne se dirigeaient jamais vers la cuisine ou la salle de bain, comme on pourrait s'y attendre. Au contraire, ils traçaient un chemin méthodique de ma chambre à mon salon, exactement au-dessus de mes propres déplacements, comme un écho fantomatique. Les premières semaines, j'ai tenté de me convaincre qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. Ma voisine devait avoir des horaires similaires aux miens. Nous étions peut-être synchronisés par pur hasard. Rien de plus inquiétant. Mais les coïncidences ont leurs limites, et celles-ci dépassaient largement le domaine du probable. Quand je me levais pour aller aux toilettes, en pleine nuit, j'entendais aussitôt un craquement du parquet au-dessus, comme si quelqu'un se levait exactement au même moment. Cette synchronisation parfaite commençait à m'obséder. Je passais mes nuits à guetter le moindre bruit, l'oreille tendue vers le plafond. Chaque craquement prenait une dimension surnaturelle dans le silence nocturne. Au début du 2e mois, j'ai décidé de mener ma propre enquête. Je changeais délibérément mes habitudes, me levais à des heures différentes, prenais mes repas à des moments inattendus. Les bruits suivaient toujours, avec une constance troublante. Cette constance dépassait l'entendement humain. Aucun voisin normal n'aurait pu maintenir une telle vigilance. Il fallait une attention de chaque instant, une concentration malsaine pour reproduire si parfaitement mes mouvements. Un soir de curiosité morbide, je suis sorti de chez moi et j'ai monté l'escalier jusqu'au 3e étage. L'appartement du dessus était plongé dans l'obscurité la plus complète. Aucune lumière ne filtrait sous la porte, aucun signe de vie apparente. Pourtant, malgré cette obscurité totale, j'entendais encore ses pas feutrés. Il se déplaçait lentement, méthodiquement, suivant un parcours que je connaissais désormais par cœur. Le parcours exact de mon propre appartement, reproduit au centimètre près. Cette découverte m'a glacé jusqu'aux os. Comment pouvait-elle se déplacer dans le noir avec une telle précision? Et pourquoi aucune lumière n'était-elle jamais allumée dans cet appartement supposé habité? Je suis redescendu chez moi, le cœur battant et les mains tremblantes. Le sommeil m'a fui cette nuit-là, remplacé par une angoisse sourde qui s'installait dans mes entrailles. Quelque chose n'allait pas dans cette situation. Les semaines suivantes, j'ai développé une véritable obsession pour cette affaire. Je notais chaque bruit, chaque craquement, chaque mouvement venant du dessus. Un carnet entier s'est rempli de ces observations minutieuses, devenant le journal de ma descente dans la paranoïa. Mes proches commençaient à s'inquiéter de mon comportement. Je sursautais au moindre bruit, vérifiais compulsivement les verrous de ma porte. Mon sommeil était hanté par la sensation permanente d'être épié, observé, analysé. Mais la vérité la plus terrifiante a commencé à m'apparaître par fragments épars. Ma voisine
ne suivait pas seulement mes mouvements. Elle les anticipait avec une précision surnaturelle, comme si elle connaissait mes intentions avant moi-même. Quand je me dirigeais vers la cuisine, les pas étaient déjà là-haut, m'attendant près de la zone correspondant à ma cuisinière. Quand je m'installais dans mon fauteuil pour lire, le craquement du parquet au-dessus précédait toujours mon installation de quelques secondes. Cette prescience n'appartenait pas au domaine humain. C'était comme si une force surnaturelle lisait dans mes pensées, déchiffrait mes intentions les plus secrètes. La peur commençait à remplacer la simple curiosité dans mon esprit troublé. Je me surprenais à hésiter avant chaque mouvement, me demandant si les pas allaient encore m'anticiper. Cette attente anxieuse transformait ma propre maison en prison mentale, où chaque geste devenait un test de ma sanité. Au 3e mois, poussé par un mélange de curiosité et de désespoir, j'ai décidé de faire des recherches sur l'immeuble. Les archives de la copropriété m'ont révélé des détails qui ont fait vaciller ma raison. L'appartement du 3e étage était officiellement vacant depuis plus de 6 mois. Aucun locataire n'était censé y habiter. Aucun contrat de location n'était en cours. Pourtant, les bruits continuaient, imperturbables et réguliers. La dernière locataire, une certaine Margot Delacroix, était décédée dans des circonstances particulièrement étranges. Elle avait été retrouvée au pied de l'immeuble, sur le trottoir, par un passant matinal. La police avait conclu à un suicide par défenestration. Mais en creusant davantage, j'ai découvert des incohérences troublantes dans les témoignages. Personne ne l'avait vu enjamber le rebord de sa fenêtre. Le corps avait été découvert avec une précision troublante, exactement à l'endroit où il aurait dû tomber depuis ma fenêtre, pas la sienne. Cette révélation a ouvert des abîmes de terreur dans mon esprit. Si elle était tombée de ma fenêtre, que faisait-elle dans mon appartement? Et comment était-elle montée chez moi sans que je m'en aperçoive? J'ai interrogé discrètement les autres résidents de l'immeuble. Madame Beaumont, du 1er étage, m'a confié ses propres inquiétudes nocturnes. Elle aussi entendait des bruits étranges la nuit, des déplacements qui ne correspondaient à aucun appartement normalement occupé. Monsieur Durand, du 4e étage, avait remarqué des variations inexpliquées dans l'éclairage de l'immeuble. Parfois, au milieu de la nuit, toutes les minuteries s'allumaient simultanément, comme si une présence invisible les actionnait depuis l'intérieur. Ces témoignages convergeaient vers une conclusion terrifiante. Ma voisine du dessus n'était plus parmi les vivants depuis des mois, mais sa présence persistait, liée à cet immeuble, par des circonstances que je commençais seulement à entrevoir. En fouillant plus profondément dans le passé de Margot Delacroix, j'ai découvert qu'elle avait été une femme obsessionnelle de son vivant. Ses anciens collègues la décrivaient comme quelqu'un qui notait tout, archivait chaque détail de sa vie quotidienne avec une méticulosité maladive. Elle avait développé une fascination morbide pour ses voisins, transformant sa surveillance en véritable science. Son appartement, selon les témoignages recueillis, était tapissé de plans, de schémas, d'horaires détaillés concernant tous les résidents de l'immeuble. Cette femme avait créé une véritable cartographie de nos vies privées, documentant nos habitudes avec la précision d'un entomologiste étudiant des insectes. Nous étions ces spécimens, observés et catalogués à notre insu.
Mais la découverte la plus glaçante est venue d'un carnet personnel retrouvé dans ses affaires après sa mort. Elle y avait consigné des observations sur moi, avec une précision qui défiait l'entendement humain. Mes horaires de réveil, mes habitudes alimentaires, mes préférences télévisuelles. Ce carnet contenait des détails sur ma vie que même mes proches ignoraient. Elle connaissait mes insomnies, mes angoisses nocturnes, mes rituels les plus intimes. Comment avait-elle pu recueillir tant d'informations sans jamais croiser mon chemin? Mais ce qui m'a le plus bouleversé, c'est la dernière entrée de ce carnet maudit. Datée de la veille de sa mort, elle contenait une phrase qui restera gravée dans ma mémoire. Elle ne sait pas encore que je veille sur elle. Bientôt, nous serons plus proches que jamais. Cette phrase prophétique prenait tout son sens maintenant. Sa mort n'avait pas interrompu sa surveillance. Au contraire, elle l'avait libéré des contraintes physiques, lui permettant d'exercer une observation totale et permanente. Cette nuit-là, les bruits au-dessus de ma tête ont pris une dimension nouvelle, terrifiante. Ce n'était plus de simples pas, mais la manifestation d'une présence active, consciente, malveillante. Margot Delacroix continuait son observation post-mortem avec une détermination surnaturelle. J'ai compris avec horreur que sa chute depuis ma fenêtre n'avait pas été un suicide ordinaire. C'était un rituel de possession, un acte de liage spirituel. En mourant chez moi, elle avait créé un lien indissoluble entre nous. Désormais, chaque nuit, je sens son regard invisible peser sur moi comme une chape de plomb. Elle connaît mes moindres gestes, anticipe mes moindres décisions. Sa surveillance transcende la mort, s'exerce depuis un plan d'existence où les lois physiques n'ont plus cours. Ma transformation s'accélère sous cette observation constante. Les autres résidents commencent à remarquer des changements inquiétants en moi. Je sursaute au moindre bruit, vérifie compulsivement les verrous, scrute les recoins sombres avec une méfiance maladive. Mon sommeil est devenu un champ de bataille où se livrent des rêves peuplés de visions étrangères. Je vois des scènes de la vie de Margot, ses obsessions, ses peurs, ses découvertes sur l'immeuble. Son savoir s'infiltre dans mon subconscient comme un poison lent. Dans ces visions nocturnes, elle me révèle des aspects cachés de notre immeuble, des passages secrets, des recoins dissimulés, des moyens d'observation que personne ne soupçonne. Sa connaissance architecturale du bâtiment dépasse celle de tous les résidents. Elle me dévoile les secrets inavouables des autres locataires, leurs habitudes honteuses, leurs mensonges quotidiens, leurs petites trahisons domestiques. Son réseau d'espionnage était plus vaste et plus sophistiqué que je ne l'avais imaginé. Madame Beaumont entretient effectivement une correspondance secrète avec un homme marié. Monsieur Durand dissimule une addiction aux jeux en ligne qui ronge ses économies familiales. Chaque résident cache des aspects sombres de sa personnalité. Ces révélations me troublent autant qu'elles me fascinent, malgré moi. Margot m'offre un pouvoir que je n'ai jamais eu, celui de tout savoir sur mon entourage immédiat. C'est à la fois séduisant et terrifiant. Mais je réalise progressivement que cette fascination n'est pas naturelle. Elle m'influence, modifie subtilement mes pensées, mes désirs, mes priorités.
Son obsession de la surveillance devient mienne par une forme de contagion spirituelle insidieuse. Je commence à noter inconsciemment les habitudes de mes voisins, comme elle le faisait de son vivant, leurs horaires, leurs visites, leurs conversations téléphoniques surprises par hasard. L'espionnage devient une compulsion irrésistible. Ma personnalité se transforme de manière inquiétante sous cette influence posthume. Mes amis remarquent que je pose des questions indiscrètes, que je manifeste une curiosité malsaine pour leur vie privée. Margot s'empare progressivement de mon identité. Les frontières entre ses souvenirs et les miens s'estompent dans la brume de mes nuits agitées. Parfois, je ne sais plus si une observation vient de moi ou d'elle. Nous fusionnons lentement dans une conscience commune, terrifiante. Cette fusion s'accélère avec chaque nuit qui passe. Je ressens ses émotions, partage ses obsessions, adopte ses méthodes d'observation. Mon individualité se dilue dans la sienne comme du sel dans l'eau. Un soir, elle m'est apparue en rêve, avec une clarté photographique troublante. Son visage était exactement tel que je l'avais imaginé d'après les descriptions recueillies. Pâle, aux traits anguleux, aux yeux d'un bleu délavé et perçant. Elle m'a parlé pour la première fois de sa voix d'outre-tombe. Sa voix était un murmure rauque, comme étouffé par des mois de silence forcé dans les limbes. Ces mots résonnent encore dans ma tête avec une netteté effrayante. « Tu comprends maintenant ?» m'a-t-elle dit avec un sourire dénué de chaleur humaine. Sa bouche bougeait à peine, mais chaque mot s'imprimait directement dans mon cerveau, comme au fer rouge. « Nous sommes pareils ?» a-t-elle continué avec cette voix venue d'ailleurs. « Tu as le même besoin de savoir, de contrôler ton environnement. C'est pour cela que je t'ai choisi parmi tous les résidents. » Son choix me flattait et me terrifiait simultanément. Elle m'a expliqué, avec une logique implacable, que sa chute n'était pas un suicide impulsif, mais un rituel soigneusement préparé. En mourant devant ma fenêtre, elle avait scellé un pacte invisible entre nos deux âmes. Désormais, nous partageons la même mission sacrée. L'immeuble a ses secrets obscurs, m'a-t-elle révélé de sa voix spectrale. Des choses que les vivants ne doivent pas voir sans préparation. Mais ensemble, nous pouvons tout surveiller, tout protéger. Sa logique tordue commençait à me séduire malgré ma raison. Au réveil, j'ai trouvé une clé ancienne sur ma table de nuit, comme matérialisée par le rêve. Une clé que je n'avais jamais vue auparavant, mais qui m'était étrangement familière. Elle ouvrait l'appartement du 3e étage, celui de Margot. Cette matérialisation d'un objet onirique dans la réalité a confirmé que nos interactions dépassaient le simple cadre du rêve. Margot exerçait une influence tangible sur le monde physique, manipulait la matière selon sa volonté posthume. Cet après-midi-là, poussé par une curiosité irrésistible, j'ai osé utiliser cette clé mystérieuse. L'appartement de Margot était exactement tel qu'elle l'avait laissé avant sa mort. Les meubles recouverts de draps poussiéreux, l'odeur de renfermé, mais aussi quelque chose de plus troublant. Tous les murs étaient littéralement tapissés de plans, de photos, de schémas détaillés de l'immeuble et de ses alentours. Chaque appartement était documenté avec une précision maniaque, chaque résident catalogué comme un spécimen d'étude.
Des annotations couvraient chaque surface disponible, rédigées dans une écriture serrée et obsessionnelle. Les habitudes de chacun étaient notées, analysées, interprétées, selon une grille de lecture que seule Margot comprenait parfaitement. Au centre de la pièce principale, un large bureau supportait des dizaines de carnets, soigneusement étiquetés, tous remplis d'observations sur les résidents passés et présents, formant une véritable encyclopédie de nos vies privées. J'ai ouvert le dernier carnet avec des mains tremblantes, celui qui contenait mes propres informations personnelles. Les descriptions de ma vie quotidienne étaient d'une exactitude terrifiante. Margot connaissait mes habitudes mieux que moi-même. Mais les dernières pages étaient vierges, comme si elle attendait que je les remplisse de ma propre main. Un message était griffonné en marge d'une écriture fantomatique. « À toi de continuer ». Elle me léguait son obsession comme un héritage maudit. En explorant plus avant cet antre de la surveillance, j'ai découvert un système d'espionnage d'une sophistication effrayante. Des trous percés dans le plancher permettaient d'observer directement l'appartement du dessous, mon appartement, dans ses moindres recoins. Des appareils d'écoute artisanaux étaient dissimulés dans les cloisons avec un art consommé. Margot pouvait entendre chacune de mes conversations, chacun de mes soupirs, chaque craquement de mes pas. Sa surveillance était totale et permanente. Une trappe secrète menait à un espace intermédiaire entre les deux étages, invisible depuis l'extérieur. Margot pouvait littéralement se déplacer au-dessus de ma tête sans que je m'en aperçoive. Voilà l'explication rationnelle de ces bruits nocturnes mystérieux. Dans cet espace confiné qu'elle avait aménagé comme un poste d'observation militaire, elle avait installé tout le nécessaire pour une surveillance prolongée. Matelas, provisions, carnet de notes, instruments d'observation. Elle vivait littéralement au-dessus de ma tête. Des centaines de photos de moi couvraient les parois de cette cache secrète, créant une galerie obsessionnelle de mon existence. Prises à mon insu depuis des mois, elle documentait chaque aspect de ma routine quotidienne. Margot m'étudiait comme un entomologiste étudie un insecte rare. La plus troublante de ces photos me montrait endormie dans mon lit, vulnérable et inconsciente. L'angle de prise de vue prouvait qu'elle était descendue dans mon appartement pendant mon sommeil. Elle possédait un double de mes clés depuis des mois. Cette violation ultime de mon intimité aurait dû me révolter, déclencher une colère purificatrice. Pourtant, je ressentais une forme de fascination morbide mêlée d'une étrange reconnaissance. Margot avait créé un monde secret dont j'étais le centre absolu. C'était effrayant et flatteur à la fois, terrifiant et séduisant. Jamais personne ne m'avait accordé une attention si totale, si exclusive. Son obsession pour moi dépassait tout ce que j'avais connu en matière d'amour ou d'amitié. En rentrant chez moi, j'ai remarqué avec un œil nouveau des détails qui m'avaient échappé jusque-là. De minuscules trous dans mes plafonds, des objets très légèrement déplacés, des traces presque imperceptibles de son passage discret dans mon intimité. Elle avait vécu en symbiose avec moi pendant des mois, partageant virtuellement mon quotidien sans que j'en aie conscience. Sa mort n'avait fait qu'intensifier cette proximité en lui donnant une dimension surnaturelle, libérée des contraintes physiques. Ce soir-là,
Les bruits au-dessus ont repris avec une intensité nouvelle. Mais ils ne m'effrayaient plus comme auparavant. Je commençais à y reconnaître un rythme familier, une présence rassurante plutôt que menaçante. Margot ne m'épiait pas par malveillance ou perversité. Elle veillait sur moi avec la dévotion d'un ange gardien. Sa surveillance n'était pas intrusive, mais protectrice, guidée par un amour obsessionnel qui transcendait la mort. Progressivement, j'ai appris à communiquer avec elle selon un code simple mais efficace. 3 coups contre le plafond signifiaient « oui », 2 coups « non ». Nous avons développé notre propre langage secret, incompréhensible aux vivants. Elle commençait à me guider dans mes observations des autres résidents, me soufflant ses conseils depuis l'au-delà. Ces révélations posthumes m'aidaient à détecter les mensonges, les dissimulations, les secrets honteux de mes voisins. Ensemble, nous formions une équipe de surveillance parfaite, combinant ses capacités surnaturelles avec mes moyens physiques. Elle voyait tout, je pouvais agir. Cette complémentarité nous rendait redoutables. Madame Beaumont cachait effectivement une liaison adultère, exactement comme Margot me l'avait révélé. Monsieur Durand dissimulait bien une addiction au jeu qui ruinait sa famille. Les nouveaux locataires du 5e étage se livraient à un trafic de médicaments. Cette connaissance omnisciente des secrets d'autrui m'enivrait d'un sentiment de puissance inédit. Je me sentais investi d'une mission supérieure, chargé de maintenir l'ordre moral dans notre microcosme résidentiel. Margot m'avait transmis sa vocation sacrée. Mais cette transformation inquiétait profondément mon entourage proche. Mes amis trouvaient que je changeais, que je devenais distante, obsédée par des détails insignifiants pour eux. Ils ne pouvaient comprendre ma nouvelle nature élue. Ma famille s'alarmait de mon isolement croissant et de mes préoccupations étranges. Je passais mes soirées à observer, à noter, à analyser les comportements selon les méthodes que Margot m'enseignait. Les relations sociales ordinaires perdaient leur intérêt. Au travail, mes collègues remarquaient ma capacité nouvelle à deviner leurs pensées secrètes, à anticiper leurs réactions. Cette prescience les mettait mal à l'aise, créait une distance qui m'isolait progressivement. Ils me fuyaient sans comprendre pourquoi. Peu m'importait cette incompréhension générale. Margot m'offrait une compagnie infiniment plus riche que toutes ces relations superficielles et décevantes. Notre collaboration transcendait les barrières de la mort, créait une intimité impossible entre vivants. Les nuits devenaient nos moments privilégiés de communion spirituelle. Quand l'immeuble sombrait dans le sommeil, nous nous activions ensemble. Margot me révélait des passages secrets, des caches insoupçonnées, des moyens d'observation inédits. Nous cartographions ensemble les moindres recoins de notre territoire commun. Chaque appartement révélait ses secrets sous notre regard conjugué et impitoyable. Plus rien ne pouvait nous échapper désormais dans ce domaine que nous contrôlions. Je découvrais que l'immeuble recelait d'autres mystères enfouis, d'autres secrets que seule la surveillance pouvait révéler. Des résidents précédents avaient laissé des traces de leur passage, messages cachés, objets dissimulés, indices d'anciennes intrigues. Margot me guidait vers ces découvertes avec la patience d'un professeur initiant son élève. Sa connaissance historique du bâtiment remontait à des décennies d'observations minutieuses.
Elle détenait une mémoire collective de tous ceux qui avaient vécu ici. Certains de ces anciens résidents avaient eux aussi développé des obsessions similaires aux nôtres. L'immeuble semblait attirer naturellement un certain type de personnalité, des âmes curieuses et scrutatrices, des esprits affamés de connaissances sur autrui. Nous n'étions peut-être pas les premières à exercer cette surveillance bienveillante et nécessaire. D'autres et avant nous avaient assumé ce rôle de gardiennes occultes, perpétuant une tradition séculaire de protection invisible. Cette lignée spirituelle de surveillants fantômes m'intriguait et m'exaltait simultanément. Je n'étais plus seul dans cette mission sacrée. Margot et moi perpétuions un héritage mystérieux, une fonction indispensable à l'équilibre du lieu. Les vivants ne soupçonnaient pas cette hiérarchie invisible qui les protégeait dans l'ombre. Ils dormaient en paix parce que nous veillions sans relâche, parce que nous détections les dangers avant qu'ils ne se matérialisent en catastrophe. Un nouveau locataire venait d'emménager au premier étage, remplaçant un ancien résident parti discrètement. Un homme au comportement suspect, aux horaires étranges et aux fréquentations douteuses. Margot et moi devions l'étudier, évaluer sa dangerosité potentielle pour la communauté. Nos techniques d'observation s'étaient considérablement perfectionnées avec l'expérience. Je combinais mes moyens de vivante avec les capacités surnaturelles de Margot. Ensemble, nous formions un système de surveillance inégalé et redoutable. Elle pouvait traverser les murs, percevoir les pensées, entendre les conversations les plus secrètes. Je pouvais manipuler les objets physiques, poser des questions apparemment innocentes, recueillir des informations tangibles. Notre complémentarité était parfaite. Le nouveau locataire dissimulait effectivement quelque chose de grave et de dangereux. Des visites nocturnes suspectes, des coups de téléphone en langues étrangères, des colis reçus sans déclaration officielle. Il fallait absolument intervenir avant qu'il ne nuise. Margot me soufflait une stratégie d'action subtile et efficace. Rien de violent ou d'illégal, mais une pression psychologique calculée. Faire comprendre à cet homme qu'il était observé en permanence, qu'il ne pouvait rien cacher à notre vigilance collective. Des objets se déplaçaient mystérieusement dans son appartement, sans explication rationnelle. Sa télévision s'allumait seule sur des programmes éducatifs moralisateurs. Ses téléphones sonnaient sans correspondant identifiable. Le message était clair et efficace. L'homme finissait par comprendre qu'il n'était pas le bienvenu dans notre immeuble protégé. Il déménageait dans la semaine, effrayé par ces phénomènes inexpliqués qui perturbaient sa tranquillité. Notre méthode avait fait ses preuves une fois de plus. Cette première intervention commune renforçait considérablement notre complicité spirituelle. Margot et moi fonctionnions désormais comme une entité unique, fusionnant nos consciences dans un but commun de protection et de surveillance. Les autres résidents bénéficiaient de notre protection invisible sans jamais s'en douter. Nous écartions les dangers, filtrions les nuisances, maintenions l'harmonie de notre microcosme résidentiel avec une efficacité discrète mais implacable. Madame Beaumont avait renoncé à sa liaison adultère après une série de coïncidences troublantes qui lui avaient ouvert les yeux. Monsieur Durand avait surmonté son addiction au jeu suite à des dysfonctionnements répétés de son matériel informatique. Nous guidions leur vie vers plus de vertu.
Cette influence bienveillante sur l'existence d'autrui me procurait une satisfaction profonde, un sentiment d'utilité que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Nous n'étions plus de simples observatrices passives, mais des actrices positives de la vie communautaire. Margot m'apprenait patiemment à développer mes propres capacités extrasensorielles naissantes. La frontière entre vivante et morte s'estompait progressivement en moi. Je gagnais peu à peu en pouvoirs paranormaux troublants. Parfois, je percevais les pensées secrètes des résidents sans les voir ni les entendre. D'autres fois, je devinais leurs projets avant qu'ils ne les formulent consciemment. Cette évolution me rapprochait dangereusement de l'état post-mortem de Margot. Nos séances nocturnes de communion s'intensifiaient avec chaque nuit qui passait. Elle m'enseignait l'art de la surveillance transcendante, celui qui dépasse les limitations physiques ordinaires. Je devenais progressivement son digne successeur spirituel. Mes proches s'inquiétaient de ma transformation visible et inquiétante. Mon apparence physique changeait. Ma personnalité évoluait vers quelque chose d'étranger. Je ressemblais de plus en plus aux descriptions qu'on faisait de Margot de son vivant. Cette métamorphose ne m'effrayait nullement. Au contraire, elle confirmait que notre fusion spirituelle progressait selon le plan établi. Bientôt, nous ne ferions plus qu'une seule entité, gardienne éternelle de cet immeuble béni. La perspective de ma propre mort prochaine ne me terrorisait plus du tout. Elle représentait l'aboutissement logique et souhaitable de notre collaboration mystique. Rejoindre Margot dans son état spectral m'attirait davantage que la continuation d'une vie ordinaire et décevante. Mais pour l'instant, je conservais précieusement mon enveloppe charnelle, encore utile. Elle restait nécessaire pour certaines interventions dans le monde physique tangible. Nous formions un duo parfait entre le visible et l'invisible, le matériel et l'éthéré. Un soir mémorable, Margot m'est apparue avec une clarté inhabituelle et troublante. Son visage exprimait une satisfaction profonde et sereine. « Tu as enfin compris », m'a-t-elle dit avec tendresse. « Maintenant, nous pouvons vraiment commencer notre œuvre. » Elle me révélait l'ampleur réelle de notre mission commune, bien au-delà de ce simple immeuble. Notre bâtiment n'était qu'un maillon d'un réseau bien plus vaste, une confrérie secrète de gardiens invisibles répartis dans toute la ville. Ces surveillants occultes communiquent entre eux selon des méthodes mystérieuses, échangent des informations cruciales, coordonnent leurs actions protectrices. Un système nerveux invisible protège la métropole entière des dangers cachés qui la menacent constamment. Margot me proposait de rejoindre officiellement cette confrérie millénaire de gardiens spectraux. Cela impliquait un engagement définitif et irrévocable, un abandon total des attaches terrestres décevantes, une transformation irréversible vers un état supérieur. L'idée me séduisait autant qu'elle m'effrayait encore légèrement. Rejoindre cette hiérarchie fantôme signifiait renoncer définitivement à ma vie normale, à mes relations humaines superficielles, à mon identité d'origine limitée. Mais que représentaient ces liens dérisoires face à la mission supérieure qui m'attendait patiemment? Surveiller, protéger, maintenir l'ordre invisible du monde avec une efficacité que les vivants ne peuvent imaginer. Une vocation qui transcende l'existence ordinaire et médiocre. Margot me laissait généreusement du temps pour mûrir ma réflexion finale.
Mais sa présence devenait chaque jour plus pressante, plus envahissante, plus persuasive. Elle occupait désormais une place centrale et dominante dans toutes mes pensées conscientes. Mes dernières résistances s'effritaient comme des châteaux de sable sous la marée. Les plaisirs de la vie courante perdaient leur saveur face à l'ivresse de la surveillance totale et omnisciente. Margot m'avait définitivement séduite et convertie. Ce matin décisif, j'ai rédigé ma lettre de démission professionnelle avec un soulagement immense. Mes liens avec le monde du travail se rompaient, préparant ma transition vers ma nouvelle existence supérieure. Plus rien ne me retenait désormais dans le monde des vivants ordinaires. Ma famille tentait une dernière intervention désespérée et incompréhensive. Ils parlaient de dépression, de thérapie nécessaire, d'hospitalisation psychiatrique. Ils ne pouvaient comprendre que ma transformation était un privilège rare, pas une maladie mentale. Leurs préoccupations terre-à-terre m'irritaient profondément désormais. Comment pouvaient-ils préférer la médiocrité de leur existence à la grandeur de la mission qui m'attendait? Leur aveuglement spirituel me confirmait que j'avais fait le bon choix. Margot approuvait chaleureusement mon détachement progressif des contingences humaines. Ils ne peuvent pas comprendre notre nature supérieure, murmurait-elle tendrement. Seuls nous savons ce qui importe vraiment dans l'univers. Sa validation nourrissait ma détermination croissante. Les préparatifs de ma transformation finale ont commencé selon un rituel millénaire. Margot me révélait patiemment la procédure nécessaire pour rejoindre définitivement les rangs des gardiens spectraux immortels. La date fatidique était fixée avec précision, dans exactement 3 jours, à l'anniversaire de la mort de Margot. J'accomplirais le passage ultime vers l'éternité. Notre collaboration entrait enfin dans sa phase définitive et glorieuse. Ces dernières heures de vie mortelle s'écoulaient dans une étrange sérénité mystique. Je contemplais, une dernière fois, le monde des vivants aveugles, sachant que bientôt, je le surveillerais depuis les hauteurs spirituelles de l'au-delà. Margot m'accompagnait tendrement dans ces derniers instants de chair. Sa présence, rassurante, dissipait mes dernières angoisses terrestres. Ensemble, nous franchirions bientôt le seuil de l'immortalité surveillante et bienveillante. Ce soir béni, l'immeuble aura enfin 2 gardiennes éternelles et efficaces. Notre surveillance ne connaîtra plus aucune limite physique ou temporelle. Les résidents dormiront en paix sous notre protection fantôme absolue. Le cycle perpétuel se poursuit inexorablement. Demain peut-être, une nouvelle locataire remarquera des bruits étranges au-dessus de sa tête inquiète, et notre confrérie sacrée s'enrichira d'une nouvelle recrue, choisie avec soin. Ma voisine du dessus m'épiait depuis 3 mois exactement. Maintenant, je comprends enfin pourquoi avec une gratitude infinie. Elle ne m'épiait pas par malveillance. Elle me formait à devenir son successeur spirituel. Demain soir, nous serons enfin réunis pour l'éternité dans notre mission de surveillance absolue. L'immeuble sera protégé par 2 gardiennes invisibles, mais omniprésentes. Et le cycle recommencera bientôt avec une nouvelle élue, choisie parmi les vivants pour perpétuer notre œuvre sacrée de protection et d'observation. Car quelqu'un doit veiller sur les inconscients. Quelqu'un doit maintenir l'ordre invisible qui les protège de leurs propres faiblesses
et des dangers qu'ils ne savent pas voir. Nous sommes ces quelqu'unes. Nous serons toujours là, dans l'ombre bienveillante, pour les protéger d'eux-mêmes et des autres. Ma voisine du dessus ne m'épiait pas, elle m'initiait,